Bienvenue chers amis téléspectateurs, votre nouveau numéro Face à Monsieur Jimmy commence aujourd'hui. Je suis heureux de vous accueillir pour partager ce moment avec vous directement dans votre chaîne Jim Télévision. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Raymond Kashiba. Bonjour Monsieur Raymond. Bonjour Monsieur Jimmy, comment ça va? Ça va très bien et toi-même? Super. Très heureux de t'accueillir dans cet espace atypique. Absolument. D'entrée de jeu, comment tu le trouves? Vraiment, déjà, moi, tu vois, j'aime promouvoir l'innovation. Ouais. Et parfois l'innovation, c'est ça, hein, ça prend pas grande chose. Parfois, c'est une idée qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui fait toute une différence. Ouais. Ça change un peu de nos habitudes avec nos émissions. Quand je parle de nos, c'est vraiment notre, je veux dire, communauté ou même écosystème médiatique congolais. C'est que bon, c'est un peu, tout le monde fait un peu la même chose, mais quand quelqu'un vient avec une idée nouvelle, ben ça fait plaisir, voilà, c'est rafraîchissant. Merci pour ces mots d'encouragement en tout cas. On essaie de faire avec ce qu'on a. Hein. Absolument. Voilà. Parfois c'est ça que ça prend. Exactement. Alors pour ceux qui nous regardent, ceux qui vous connaissent peut-être pas, comment aimeriez-vous vous présenter? Alors c'est une question difficile parce que je porte plusieurs casquettes. Donc selon les contextes, je me présente souvent différemment. Donc peut-être établir le contexte, comme ça je vais mieux me présenter. Exactement. Alors, je sais qu'aujourd'hui, nous allons discuter de plusieurs sujets, notamment des sujets personnels, mais aussi beaucoup des sujets de la communauté congolaise. Très bien. Parce que, pour rappeler à ceux qui nous regardent, nous nous retrouvons ici au Canada, à Gatineau et Ottawa. Tout à fait. Donc, Ottawa qui est la capitale du Canada, exact. La capitale fédérale. Alors, vous, dans votre casquette de président, parce que vous êtes président du CCRCC, qui est le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises. Tout à fait. Alors, dans ce cadre-là, juste pour vous donner ce chapeau-là, c'est quoi le CCRCC d'entrée de jeu? Alors, le CCRCC est une organisation qui se veut nationale, d'intérêt, pas d'intérêt canadien ni d'intérêt congolais, mais de la diaspora congolaise ou des Canadiens d'origine congolaise. Donc, c'est une organisation bicéphale. Donc, ça veut dire à double institution et double gouvernance. Ça veut dire qu'au niveau local, Ottawa-Gatineau, nous sommes comme n'importe quelle communauté congolaise à travers le monde qui essaye d'organiser, qui promeut la solidarité, l'esprit communautaire en son sein. Donc, Ottawa-Gatineau, c'est vraiment le but principal, la promotion de la diaspora, des membres et de l'intégration. Quand on parle de la promotion, je parle vraiment de l'intégration. La promotion dans le sens, on veut absolument que les Congolais soient intégrés socialement, économiquement, au niveau académique, politiquement même aussi. Donc c'est cet intérêt-là, au niveau local. Maintenant, au niveau, évidemment, quand on parle aussi de la promotion, c'est de la culture. Hein. Nous sommes Canadiens avec une double identité, congolaise et canadienne, qui est une chance pour nous d'avoir cette double culture. Et c'est ça qu'on essaie de promouvoir. Parce que parfois, je me rappelle à une époque où les gens avaient même honte de se présenter congolais. Et or, c'est une richesse qu'on a. On doit être fier de ça. Et finalement, à double instance, parce que aussi au niveau fédéral, le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises joue le rôle de représentation et de défense des intérêts de la diaspora au sens très général, très collectif. Voilà un peu ce que nous faisons. Quand on parle des représentations, c'est très spécifique. Ça veut dire que il faut qu'on arrive à parler d'une seule voix, d'une voix forte. Et évidemment, c'est un processus. Et puis, quand on parle des intérêts collectifs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une voix. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un interlocuteur désigné, identifié. En cas de besoin, les autorités ou les partenaires institutionnels peuvent savoir où aller. Voilà un peu l'idée générale du CCRCC, tant au niveau national qu'au niveau local. Oui, parce que pour revenir à ce que vous dites tantôt, on a longtemps
dit aux Congolais qu'ils avaient du mal à s'organiser. Exact. Parce que dans plusieurs pays ou dans la diaspora en général, Oui. Quand on va pour parler aux Congolais, c'est quoi l'interlocuteur qu'on a en face? Exact. Et donc ça, c'est un besoin, je pense, primordial pour les Congolais, non seulement ici au Canada, mais partout ailleurs dans le monde, Tout de à fait. s'organiser de façon institutionnelle, de façon officielle, Tout à pour fait. qu'ils soient un interlocuteur direct face aux institutions dans les pays où ils sont. Exactement, exactement. Mais c'est ça l'idée, parce que vous savez, moi je regarde toujours au sens même politique, on va dire. La politique, c'est la force du nombre. On va regarder certains Congolais, comme vous savez, il y a énormément d'organisations, de groupes, et c'est ce qui est bien, on est en démocratie. Mais on va voir que dans dans notre communauté, où on va voir plusieurs personnes qui vont aller voir peut-être un représentant, un élu, de façon avec chacun avec son dossier, chacun avec sa façon. Mais on n'est pas pris au sérieux. On n'est pas pris au sérieux parce que ça n'impressionne pas cette personne-là qui vous reçoit, parce qu'il voit qui est derrière vous, combien de personnes derrière vous, qu'est-ce que ça lui apporte, son temps. Il a l'impression de perdre du temps avec vous. Évidemment, il va pas vous le dire, il va passer du bon temps avec vous, il va vous rassurer, mais politiquement, qu'est-ce que vous récoltez de ça? Absolument rien. Vous allez prendre des belles photos, tout ça c'est bien, mais ça n'apporte absolument rien. Quand on parle d'une seule voix, là, on est une force. Là, on peut négocier. Là, on peut revendiquer, on peut parler, on peut nous écouter. Et ça, c'est par la force du nombre. La force du nombre, on ne veut pas non plus l'unicité. On peut être unis, mais dans la diversité. Ça veut dire que chacun, aujourd'hui, c'est les médias, Jimmy qui est présent. Aujourd'hui, demain, c'est tel restaurant. Après demain, mais c'est la force collective qui fait qu'on devient une communauté forte. On peut être fort économiquement, politiquement, on peut être fort de plusieurs manières. Mais tout ça, c'est un écosystème qu'il faut bâtir. Et aujourd'hui, cet écosystème est en voie. On n'a pas ça. Donc, l'idée de mettre en place les CCRCC était celui-là. D'abord, qu'il y ait un interlocuteur identifiable et identifié, et ensuite, après ça, organiser. Évidemment, quand on parle de l'organiser, on peut penser qu'on veut imposer un changement ou forcer les gens à s'unir. Non, c'est un processus. On sait que par la force des choses, si les gens font bien leur travail, petit à petit, on va s'unir. On va parler d'une seule voix, même si au début, c'est toujours difficile. Parfait. Ça, c'est une initiative vraiment louable. Et moi, en tout cas, en tant que Congolais, je vous encourage dans ce sens-là. Oui. Comme je vous disais d'entrée de jeu dans cette interview exclusive, Oui, oui. qu'on allait parler un petit peu aussi de vous, de votre personnalité, de façon particulière. Oui, oui. Si vous pouvez brosser en quelques mots votre parcours de façon personnelle. Est-ce que vous, en tant que Congolais vivant au Canada, comment êtes-vous arrivé au Canada? Quel a été un peu votre parcours de façon générale? Très bien. Écoutez, moi j'ai Congolais, des pères et des mères comme on aime dire. Oui. Et puis moi je suis né à Lubumbashi. Donc évidemment, je n'ai pas connu d'autres provinces du pays avant un certain âge. Et ça a fait que, bon, vous connaissez un peu ce qui s'était passé au niveau du Katanga dans les années 90. Ça nous avait poussé notamment à l'exil. On est parti en Zambie. J'ai vécu en Zambie pendant 7 ans avant d'arriver au Canada. Et arrivant au Canada, c'était début 2000, l'an 2000. Ouais. Donc on est arrivé, c'était la ville de Québec, où on est arrivé. Et puis bon, rapidement, je pense à 2-3 ans, on a décidé. Là, j'étais encore mineur, hein, j'étais sous la responsabilité des parents. On est venu finalement à Gatineau. C'était à Hall à l'époque, il y avait même pas encore cette division. C'était Hall. Et puis finalement, depuis ce temps-là, on est à Gatineau. Vraiment partout, école professionnelle, avec des programmes tels que des lancements d'entreprises. Et puis ensuite, au niveau collégial, la cité collégiale, avec gestion événementielle, études de loisirs. Ensuite, après ça, c'est quand j'ai voulu changer de milieu. J'ai quitté un peu la région pour aller à Sudbury, aller finir mes études en sociologie à l'université Laurentienne. Et ensuite, bouger encore un peu après 3 ans, bouger encore Toronto, une année, revenir. J'ai dû faire ensuite d'autres études, notamment au niveau du FMI avec la gestion des fonds publics, une certification d'1 année. Et puis ensuite, l'université de Maryland,
auquel j'ai fait une maîtrise, une mini-maîtrise comme on appelle. Et puis, bon, quelques cours ici et là, notamment à Harvard. Mais j'étais pas destiné à ça. Finalement, quand je regarde les tableaux des diplômes, je dis, mais je ne me vois pas. C'est pas moi, ça, c'est pas moi. Mais finalement, ben, c'est comme ça que j'ai dû un peu évoluer. Bon, professionnellement, j'ai travaillé longtemps dans le milieu bancaire, notamment la Banque Scotia, la Banque Tangerine, mais aussi en milieu de télécommunications, Vidéotron, Post Canada, quoi d'autre comme institution étatique, avant d'aller dans la fonction publique. La fonction publique, c'est depuis 2018 que j'y suis. J'ai changé un peu de ministère, mais depuis plusieurs années à l'immigration, occupant à un moment donné un poste quand même de haut niveau. Et puis bon, voilà, c'est un peu ça. Oui. Je pense que ceux qui nous suivent ont suivi quand même les grandes lignes de votre parcours. Exactement. Et ça, c'est aussi pour encourager ceux qui nous regardent et les inspirer, parce que la jeunesse aujourd'hui, ils sont un petit peu en manque de repères. Donc, quand on a un profil qui peut donner de l'espoir, qui peut encourager, il faut toujours le faire. C'est aussi un des objectifs de cette émission d'ailleurs. Tout à fait, absolument. Et juste pour revenir un petit peu dans ce que vous disiez tantôt par rapport au chamboulement des changements quand on vient du Congo et qu'on vient ici, surtout par rapport aux études, je trouve que c'est un problème que plusieurs Congolais vivent, et même pas seulement les Congolais, mais les étrangers de manière générale. Quand on vient ici, est-ce que ce qui fait que les études qu'on a fait ailleurs avant d'arriver au Canada ne soient pas prises en compte, selon vous personnellement, peut-être que vous avez fait cette remarque-là aussi. Qu'est-ce qui fait que les études qu'on fait ailleurs quand on arrive au Canada ne sont pas prises en considération et qu'on est obligé de repartir des fois à zéro? Oui, alors c'est vrai que bon, je dirais pas qu'il y a une certaine comment on va dire tendance de supériorité par rapport à la société québécoise, je dirais, parce qu'un peu ailleurs au Canada c'est un peu différent. Au Québec c'est un peu différent dans ce sens-là, mais je dirais simplement que après un temps, évidemment, à première vue, on peut penser que c'est parce que bon, ces centres supérieurs, leurs diplômes valent mieux que les autres, manque de considération, tout ça. Oui, absolument. Mais en soi, c'est aussi je peux comprendre. Parce que beaucoup de gens viennent de partout dans le monde pour profiter de leur système éducatif. Donc, forcément, à tort ou à raison, c'est que vous êtes déjà d'accord que leur système est mieux. En ce moment-là, du moment que nous sommes d'accord que leur système est mieux, c'est normal qu'ils considèrent que votre système est inférieur. Donc, quand vous venez maintenant avec un diplôme de chez vous, ici, ils disent, mais de toutes les façons, vous considérez que notre système est mieux, donc pourquoi reconnaître vos diplômes? Soit pour les reconnaître, vous devez rajouter 1 année, 2 années de plus d'études, ou sinon vous réorienter. J'ai connu énormément de gens, notamment des gens qui sont devenus des taximens, des ceci, alors qu'ils ont des diplômes d'ingénieurs, de docteurs, etc., etc. Qui viennent ici, absolument, qui font totalement autre chose. Et ça, c'est évidemment, là, c'est un débat aussi un peu politique, parce que il y a tout, vous savez, ici avec les comment on appelle les syndicats comment on appelle encore les ordres, par exemple, qui protègent leur domaine et tout. Et puis bon, absolument, parce que plus il y a des gens qui entrent dans cet ordre-là, évidemment les salaires vont baisser pour tout le monde. Mais quand il y a rareté, il y a des secteurs verrouillés carrément. Absolument, c'est très verrouillé. Parfois c'est pas les gouvernements, mais ce sont des ordres eux-mêmes qui bloquent là pour que justement parce que si pour fonctionner vous avez besoin d'être membre de l'ordre, à ce moment-là, et ils vous disent mais pour être membre de l'ordre, voilà, ils vous mettent des limites qui sont parfois subjectifs. Ils peuvent, tout ce qui est subjectif, ils peuvent rendre ça objectif, et puis, mais vous savez que ça bloque les gens, et c'est ça la difficulté aussi. Je pense que c'est une difficulté, mais de plus en plus, je sens une certaine ouverture. Et notamment, bon, une fois qu'on a travaillé un peu au Canada, même ailleurs, ça ouvre un peu les portes. On peut revenir au Québec et ailleurs. Bon, quand même, de façon générale, je sens de plus en plus, parce qu'il y a pénurie de main d'œuvre aussi qui s'observe un peu partout. Et donc, ça joue aussi un rôle dans ce sens-là, je pense. Mais je pense que, est-ce que vous, personnellement, vous pensez que le gouvernement, par exemple, comme nous sommes ressortissants du Congo, de la RDC, est-ce que le gouvernement congolais
devrait faire un travail dans ce sens-là. Absolument. Pour hisser un petit peu le niveau d'éducation dans notre pays pour que quand on sort, parce que on est au Canada, il n'y a pas que les immigrants africains, il y a aussi les immigrants qui viennent de l'Europe. Absolument. Et pourquoi eux, leur niveau d'études est pris en compte et pas Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un travail à faire dans ce il y a un travail énorme à faire dans ce sens et je peux vous dire que les CCRCC y contribuent actuellement de façon très active. C'est que déjà, si vous regardez par rapport à la France ou des pays européens, leurs diplômes sont reconnus et même plus que reconnus. Il y a même certains crédits qui sont transférables ici et là. Entre les deux, les visas, tout est facilité. Ça, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait. Maintenant, au niveau, pourquoi je dis que les CCRCC contribuent à une démarche semblable pour le Congo, c'est que on voit des initiatives. Dernièrement, l'ambassade a pu obtenir que les étudiants congolais internationaux qui arrivent ici au Canada peuvent aussi prétendre à la bourse d'études du Québec. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ça, c'est déjà louable. Maintenant, nous, à notre niveau, à l'heure actuelle même où je vous parle, d'ici quelques jours, il va y avoir un protocole d'accord avec certaines grandes institutions académiques du Canada. Nous sommes en discussion également avec d'autres, notamment l'Université d'Ottawa. Le protocole est déjà là, en circulation. Pour ça, l'idée c'est qu'on veut mettre en lien avec des partenaires congolais. L'idée c'est de faciliter la collaboration éducative. Plusieurs partenaires viennent du Congo, comme on organise un forum. Donc plusieurs nous donnent un peu leur cahier des charges. Nous, on est intéressés dans tel secteur, et nous, on se met à travailler pour concrétiser cela, notamment en entrant en contact avec, en discutant avec certains partenaires ici, à un très haut niveau pour faciliter justement certaines décisions dans ce sens-là. Donc, si il y a déjà des collaborations entre institutions, ça veut dire que on met en place des programmes de double diplomation, des programmes, on va dire, à 2 ans ici, 1 année ici, même au niveau secondaire, si les étudiants congolais peuvent faire 1 année ici, dernière année secondaire ici. Il y a tellement de choses sur lesquelles on est en train de discuter en ce moment, qui vont faire en sorte que, petit à petit, les discussions vont arriver à un très haut niveau. Oui. Ça va faciliter parce que la finalité est que les institutions congolaises et canadiennes soient d'accord sur les niveaux de 2 pays. Dès qu'on va arriver à ce niveau-là, les niveaux éducatifs des 2 pays, pour y arriver, il faut quoi? Il faut beaucoup plus de travail, il faut qu'il y ait beaucoup d'ouverture en termes de curriculum, en termes de systèmes même, en termes de formation des professeurs, des enseignants, etc. Donc c'est tout un ensemble de choses. Je pense que à un certain niveau, ça sera ouvert. Ça va permettre à ce qu'il y ait cette collaboration entre les 2 institutions. Mais c'est un travail qui a commencé. Je ne dis pas qu'avec nous, mais à notre niveau déjà, je peux vous dire que il y a énormément de courriels qui circulent depuis un certain temps dans ce domaine-là, entre les 2 institutions. Donc je pense que 2 sociétés, je vais dire, je pense que à court terme ou moyen terme, il devrait y avoir des changements. En tout cas, très intéressant et nous espérons que cela aboutira. Absolument. Pour le bénéfice de nos jeunes qui vont venir étudier. Tout à fait. Pour revenir un petit peu en arrière, quel a été particulièrement pour vous le déclic qui vous a poussé à prendre la tête du CCRCC? Comme pour faire simple pour ceux qui nous suivent, CCRCC c'est comme la communauté congolaise ici dans la région de la capitale nationale qui est Ottawa et puis Gatineau. Exactement. Bon, il est vrai que j'ai milité dans la communauté depuis plusieurs années, activement depuis 2007. 2007, j'étais comme tout membre, j'assistais à des assemblées, à des activités. Et puis à un moment donné, bon, vous savez, là où il y a les Congolais, bon, pas seulement là où il y a beaucoup de gens, il manque pas de problèmes. Et les problèmes, surtout quand c'est au niveau des idées, il n'y a pas de problème. Donc c'est légitime, c'est normal. Et au niveau des idées, il y avait beaucoup de problèmes à l'époque. Plusieurs factions. C'est comme ça que j'étais intéressé. Et finalement, comme il y avait un ça ne va pas qui a duré trop longtemps, en 10 ou 12, je ne me rappelle plus, j'étais candidat aux élections qui avaient été présentées. Et bon, on a vu quand même qu'il y avait des choses. J'ai fini par me retirer. À l'époque, c'était contre, à l'époque, le président André Ntela, qui j'avais soutenu aussi. Et puis finalement, ça a continué.
2014, c'était un peu la même chose. Je pense que c'était 2010 et 2014, un peu la même chose. Finalement, en tout cas, je me suis retiré. Je me suis jamais présenté au fond, mais on s'est retiré en cours de chemin. Finalement, bon, nous on a laissé parce que l'idée à l'époque c'était de mettre aussi un peu la pression. C'était pas vraiment de nous engager, même si à un certain moment au niveau de l'engagement, j'étais vraiment très sérieux en 2014, je crois. Et bon, on a vu que ça n'a pas fonctionné. On a dit bon, on observe. Et puis, à un moment donné, ça tombait que je devais quitter la ville pour aller ailleurs. Et j'étais aussi un peu impliqué au niveau de la politique au Congo. J'étais, depuis 2018, le président fédéral de la Ligue des jeunes UDPS Canada. Donc, nommé juste quelques mois avant l'élection du président Félix. Et depuis ce temps-là, donc j'étais un peu plus impliqué au niveau de la politique. Donc, je n'avais plus du tout, j'étais plus impliqué dans la communauté, dans tout ce qui est communautaire ici. Et le fait que j'avais quitté aussi en 2015 pour aller faire les études à Sudbury, en arrivant là-bas, on m'a proposé également d'être président là-bas. Mais j'avais étudié un peu l'environnement, je m'étais retenu. Je me suis réservé, j'ai passé mon tour. Et puis finalement, bon, quand je suis revenu ici en 2018, bon, j'étais vraiment ailleurs. Je n'étais plus là. Mais en 2021, on est venu me voir. On est venu me voir par plusieurs personnes, mais essentiellement 2 personnes qui sont venues me voir. Il y avait, je pense que c'était fin 2021, fin 2022. Je pense qu'il y avait 2 personnes qui sont venues me voir spécifiquement. Après plusieurs tentatives de personnes, c'était à l'époque Ferdinand et puis aussi Didier, l'ancien président, qui sont venus me voir pour me dire, mais écoute, on regarde dans la communauté, on ne voit pas qui peut diriger cette communauté. Bon, tu peux venir parce que toi, tu as l'expérience. Dans cette ville, quand même, tu étais respecté. Bon, à l'époque, j'étais respecté parce que j'étais considéré opposant, peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce qui est... Bon, en tout cas, c'est ça qu'ils m'ont dit, hein, qu'ils m'ont donné... Voilà, ils m'ont donné cette étiquette-là. Donc, voilà. C'était donc vraiment... Après plusieurs autres personnes qui avaient mené mes parce que c'était une démarche dans laquelle qui avait quand même un peu avancé, c'est pourquoi je les cite. Mais ils ont dit vraiment que on ne voit pas à qui on peut laisser, même si on laisse la communauté, on ne voit pas. Là, c'est pas bon parce que c'est moi qui parle de ça, ça va paraître comme un peu arrogant. Mais j'explique parce que les personnes que je cite sont dans la ville et surtout sont connues. Donc, pour simplement dire que après cette demande-là, j'ai raisonné, mais j'ai pris vraiment mon temps. J'ai pris mon temps parce que j'avais vraiment démissionné. J'avais plus l'idée de servir la communauté de cette façon-là. J'étais vraiment impliqué aussi ailleurs, donc je n'ai pas voulu. On n'a pas parlé d'une autre casquette, comme j'en porte plusieurs. Je suis aussi dans le monde entrepreneurial. J'ai une voilà, entreprise de gestion immobilière qui fonctionnait très bien. J'étais vraiment bien. Mais malheureusement, ou heureusement, ça c'est selon. À l'époque, quand on m'a parlé de ces projets, j'ai regardé tout ce que j'avais à faire, mon implication politique. À un moment donné, j'étais même considéré à un poste ministériel au Congo. Ouais. Et donc, je regarde tout ça, je me dis, bon, est-ce que j'ai... Bon, finalement, je me suis dit, écoute, je vais y réfléchir, mais dans ma réflexion, j'étais à 50-50. Okay. Le déclic, comme tu l'as demandé, est venu... à un moment où ma fille est née, qui est venue me voir, qui m'a dit, mais papa, je suis à l'école, dans ma classe actuelle, la grande majorité sont des Noirs, et tous parlent nos langues congolaises ou africaines, parce que c'était tout le monde, sauf moi. Okay. Et ça, c'était interpellant. Ça m'a fait comprendre pourquoi est-ce que moi j'avais échoué, parce que il faut être on parlait de l'arrogance, mais là peut-être ça va équilibrer, de parler aussi de nos échecs. Moi je considère ça comme un échec personnel parce que je parle plusieurs langues, je parle jusqu'à 7 langues, mais voir que mes enfants, j'ai pas réussi à les inculquer cela, c'est un échec personnel. Et ça... Vos enfants ne parlaient pas le lingala? Non, ils parlent français parce que bon, la société étant ce qu'elle est, malheureusement, je ne sais pas. Et voilà, et ça, c'est un échec. Ouais. Donc finalement, ça m'a interpellé. Je me suis posé la question. Si on avait une communauté organisée, comme j'avais mon plan, je me rappelle bien mon plan en
en 2014, s'appelait les plans du 19 janvier, quelque chose comme ça, parce que je me rappelle avec les printemps arabes, avec les messieurs qui s'étaient brûlés au Maroc, je me rappelle à l'époque, et puis qui avait Maroc ou Tunisie effectivement, et c'était un certain 19 janvier, en tout cas c'était au mois de janvier, je me rappelle plus, et j'avais intitulé mon plan les plans de cette date-là. Donc dans ces plans-là, ça incluait également des cours de langue et autres choses, parce que nous qui sommes à l'extérieur du pays, la culture, c'est notre lien direct avec notre pays. Donc, quand on parle de cette double identité, l'identité dans la culture, et il n'y a pas plus grand que les noms qu'on porte et la langue qu'on parle. Et ça, pour moi, effectivement. Donc, pour moi, ça a toujours été primordial pour une communauté à l'extérieur. Donc, ça m'avait interpellé. Je me suis senti vraiment, je me suis dit, si j'étais président, est-ce que je pourrais contribuer au moins à créer un héritage? Parce que moi, j'ai échoué peut-être sur le plan personnel, mais si la communauté était organisée avec des cours de langue, peut-être, moi, je suis prêt à les envoyer. Mais ça n'existe nulle part. C'est vrai que ça peut être aussi des entreprises personnelles, tout ça. Bon, on connaît aussi que au niveau économique, notre communauté n'est pas assez forte, n'est pas forte du tout. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Donc, toutes ces choses-là commencent à venir, mais ce n'est pas là encore. Donc, là, je parle surtout dans le contexte de 2021. Donc, c'est comme ça que c'est la chose qui m'a fait décider de m'embarquer au niveau de la communauté. C'est vraiment cette interpellation de ma fille. Je me suis dit, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas au niveau de la communauté. Évidemment, il y a des initiatives dans l'écosystème congolais, notamment avec le papa Jean Delacroix Kassamba, qui mettent en place avec les centres africains, qui mettent en place également des cours de langue. Mais nous essayons vraiment de mettre en place une infrastructure vraiment forte. Ça peut être un bâtiment, mais ça peut être aussi vraiment juste des cours. C'est dans les façons. Moi, j'ai dit, même à papa Jean-Marie, bon, c'est Jean Delacroix, je m'excuse, c'est à Ottawa, bon, à Gatineau, c'est un peu loin aussi, bon, facilité. Peut-être on va mettre en collaboration, créer quelque chose. Ça va faciliter. Moi, je serai les premiers, en tout cas. Donc, l'idée, c'est celle-là. C'est ça qui a été le déclic. C'est que on doit être en mesure de faire la promotion du patrimoine et de pérenniser justement cette culture. Parce que si nous ne le faisons pas, ben l'exemple, c'est mes enfants qui n'en parlent pas. Pourtant, moi, leur père, j'en parle plusieurs. Tous les membres dans notre famille, presque tout le monde parle plusieurs. Maintenant, à quel moment nos enfants qui sont nés ici perdent tout cela? C'est ça, en fait, le travail de la communauté. C'est ça qu'on va essayer de travailler, en tout cas. Et moi, ça, c'est même un constat que j'ai fait de façon générale, dans la diaspora en général. On a même honte de faire parler à nos enfants notre langue nationale, qui est le Lingala, ou même nos langues nationaux, le Swahili, le Chiluba, le Kikongo. Tout à fait. Sous prétexte que, bon, on vit pas au Congo, on vit à l'international, on parle français, on parle anglais. Mais on oublie que c'est une identité que si on ne préserve pas, on va la perdre. Oui, tout à fait. Non, tu vois, c'est que bon, moi je me dis, peut-être ça c'est pour me consoler, hein. Je me dis parce que j'ai dragué ma femme en français, donc finalement on a pris l'habitude de se parler en français, et donc nos enfants sont embarqués dans les rythmes. Donc voilà un peu ma consolation, mais la communauté devrait être en mesure d'aider quand même la communauté, c'est-à-dire la diaspora, les CCRCC, l'organisation doit être en mesure d'aider ses membres dans ce sens-là. On parle de l'intégration, mais on parle de la préservation également de la culture. Et moi, ça c'est un message que je profite pour lancer à tous les gens, tous les Congolais qui vivent dans la diaspora. N'ayez pas honte d'apprendre à vos enfants notre culture. Notre culture passe par notre langue, ça passe par notre musique, ça passe par notre histoire, ça passe par tout ce qui est à nous, parce que sans oublier les noms. Les noms, ça c'est même primordial. Exactement. Je me rappelle même à l'époque de Mobutu avec le retour à l'authenticité. Absolument. C'était exactement pour ces besoins-là culturels, de garder notre identité. Si vous regardez au Nigeria, écoutez, ils ont leur nom et ils sont pas moins pour autant dans le monde. Exactement. Et ils s'imposent avec leur nom. Absolument. Ils prennent pas des prénoms étrangers. Non, du tout. Ils sont très fiers de ça. C'est ça. Et la même chose en Afrique du Sud aussi. Tout à fait. C'est vraiment des gens qui sont fiers de leur culture. Très fiers de leur culture. On devrait faire pareil, mesdames et messieurs. Absolument. Et en parlant toujours de la CCRCC, dans le milieu local, là, on a parlé un peu de votre déclic, de votre engagement. Mais si on parle dans un impact local, ici à Gatineau, Ottawa, ou au Canada au sens large, comment le CCRCC aide-t-il concrètement les nouveaux arrivants congolais qui
qui s'installent ou qui s'intègrent ici dans le tissu économique canadien? Alors, c'est de plusieurs manières, mais c'est de mettre en place en fait des programmes qui sont structurants. Les programmes structurants, on peut aller même par secteur. C'est que nous on considère que évidemment on intervient de façon humanitaire. Là on intervient presque régulièrement, en tout cas on intervient, c'est-à-dire que les gens qui ont des deuils, c'est pas forcément de l'argent, c'est un soutien, c'est une orientation, c'est des conseils, c'est des façons de faire. On intervient, ça peut être par des recommandations, des lettres d'emploi, voilà, aide à la recherche de logement, référence, plus vraiment on intervient dans tous les domaines, c'est-à-dire aide au logement notamment également. Donc, ce qui commence à être de plus en plus difficile absolument, au Canada, absolument. quand les nouveaux arrivants arrivent, absolument. Pour trouver un domicile, pour trouver un appartement, c'est compliqué. C'est un problème, effectivement. Ouais. Donc, on essaie d'aider du mieux qu'on peut dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment très concret. Évidemment, vous avez des cas aussi des étudiants qui arrivent, qui en cas de problème, mais ils n'ont pas de famille ici. Ouais. On intervient d'une manière ou d'une autre, hein, mais vraiment surtout en termes d'orientation. Ouais. Et évidemment, on met en place des programmes structurants, comme je disais, notamment par exemple la clinique Taxe Claire, qui aide justement majoritairement les gens à faible revenu, les étudiants et les retraités. Donc, on les aide à remplir les rapports d'impôts gratuitement. Et c'est toute l'année, hein, mais évidemment, la période chaude, on sait que c'est de février à avril, mais toute l'année, on les fait. Et on peut mettre en place comme les programmes Bongisa, parce que quand on parle de l'intégration, souvent on voit seulement administrativement au niveau professionnel, mais on peut regarder aussi pour les artistes. Les artistes, c'est leur travail et aussi, mais comment on fait cette intégration? C'est notamment à travers des programmes spécifiques d'accompagnement comme Bongisa, mais aussi par d'autres instruments qui peuvent être notamment les festivals qu'on met en place et que certains artistes sont invités à avoir une chance de performer. Tout cela, c'est pour aider à l'intégration. On peut aller peut-être dans un autre secteur, je vais dire éducatif. On vient de mettre les programmes justement CCRCC éducation qui aide justement avec notamment l'orientation, mais également des programmes. On essaie de trouver des programmes de bourses ici localement déjà. Je pense qu'on a comment on va dire, on a mis en place notamment dernièrement des bourses qu'on a signé l'accord avec 1804 qui est une organisation qui aide à la bourse au niveau de la persévérance scolaire pour les étudiants ici au Canada, donc dans la région. C'est des petites bourses mais qui aident quand même les étudiants donc à persévérer. Et puis évidemment nous discutons avec d'autres partenaires pour des bourses notamment d'études toujours ici. Le CCRCC va donner des bourses d'études aux étudiants ici, mais également peut-être au niveau international. Là aussi c'est en discussion, notamment avec des partenaires comme Collège Universel et d'autres avec qui nous sommes en discussion en ce moment. Donc dans le monde éducatif déjà, il y a quand même une avancée déjà. Vraiment ça évolue très vite. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Évidemment l'éducation, on parle également des cours de langue dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont être mis en place, mais c'est un processus. Ça ne veut pas dire c'est demain, mais ça va être mis en place. Il y a des programmes, notamment des formations continues, spécifiques, notamment financières, etc., qui vont se mettre en place d'ici peu. Donc c'est tout un secteur d'éducation qui est là, et peut-être rapidement le monde entrepreneurial. Ouais. Bon, là encore nous sommes en train de travailler sur un hub qu'on est en train de mettre en place. Si tout va bien d'ici peu, on pourra avoir les jours. Ça va commencer peut-être par la mise en place d'un bureau physique à Gatineau, et ensuite par la mise en place de ce hub entrepreneurial là. Cet hub entrepreneurial n'est que la continuité de notre vision d'être intégré économiquement. Plus il y a des gens dans notre communauté qui sont intégrés économiquement, ça veut dire pas seulement travailler, c'est déjà bien, il faut nourrir sa famille, mais s'il y a de plus en plus de gens qui entreprennent, c'est ça qui va renforcer notre communauté. Et ça, pour renforcer cela, nous avons également les forums Congo-Canada, oui, qui est économique, qui est entrepreneurial, qui va renforcer cette idée-là aussi. D'ailleurs, on va en parler tantôt du forum économique. Tout à fait. Mais avant d'y arriver, parce que ça c'est vraiment le clou de notre échange,
Pour parler de la communauté, je sais que le CCRCC, c'est le conseil qui est censé réunir toutes les autres communautés à travers le Canada. Tout à fait. Donc c'est pas seulement la région de la capitale nationale qui est Ottawa, mais aussi toutes les autres provinces, parce qu'on rappelle à ceux qui nous suivent que le Canada est un pays fédéral. Tout à Donc fait. il y a les provinces et dans chaque province il y a une communauté congolaise. Exact. Et toutes ces communautés-là sont réunies au sein du CCRCC. Oui. Est-ce que au jour d'aujourd'hui on peut dire que le CCRCC arrive à fédérer toutes ces communautés-là? Oui, en fait, nous avons voulu y aller de plusieurs manières. Parce que au départ, nous ne sommes pas une coordination, nous sommes une représentation. Donc, au niveau de la représentation, nous avons voulu travailler avec ce qu'on appelle un conseil consultatif national, qui oriente, en tout cas, qui conseille le conseil d'administration du CCRCC. Évidemment, parce que légalement, le conseil d'administration reste l'organe qui est redevable, mais il peut être conseillé par un comité consultatif national. On a voulu qu'il y ait au moins une personne par province ou par ville, mais au niveau de province, même 2 personnes notables, vraiment congolais, qui peuvent représenter, comme ça légitime les décisions prises au nom de tous. C'est cela la vision. Maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y a de l'intérêt pour la coordination. Donc, c'est comme ça que plusieurs communautés ont commencé à nous contacter pour voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble à être intégrés. Et ces discussions continuent de plus en plus. Je crois que notre conseil d'administration également réfléchit sur, pas réfléchit, c'est plus que niveau des réflexions, c'est au niveau même de l'approbation d'un nouveau corpus. Et puis, ça, dès que ça va intervenir, je pense qu'on va s'aligner dans ce sens-là. Donc, on va travailler avec des communautés locales. Mais déjà, au départ, il y a déjà ce qu'on appelle des ambassadeurs dans chaque ville, en fait pas dans chaque ville, mais en tout cas dans la majorité des villes, des ambassadeurs. Ce qui va permettre à ce qu'il y ait vraiment, parce que l'idée, la finalité, c'est de parler d'une seule voix et d'une voix forte. Et pour cela, il n'y a pas 1000 manières que d'être organisé, structuré. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui s'est fait. Très bien, très bien. Et nous espérons aussi que les autres communautés vont pouvoir emboîter les pas. Tout à fait. Il ne faut pas seulement attendre qu'ils soient appelés. Absolument, exactement. De vouloir se mettre ensemble, de s'unir. Absolument. Parce que c'est seulement en étant unis qu'on peut avoir une voix forte. Tout à fait, tout à fait. Aller de l'avant. Tout à fait. Non, nous on appelle vraiment les dirigeants de toutes les communautés congolaises à travers le Canada de prendre langue avec nous, ceux qui on parle déjà avec plusieurs, mais même avec qui on parle déjà un cadre de concertation. Oui, absolument, absolument. On discute même de façon en aparté, on discute avec plusieurs, mais de façon officielle. Il y a peut-être quelques-uns qui ont fait la demande de façon officielle, mais là, jusque-là, on attend que d'autres aussi fassent cette démarche-là, parce qu'on doit travailler ensemble. On a manqué énormément d'opportunités, et je pense qu'en nous mettant ensemble, il y a vraiment à gagner pour tout le monde, pour notre diaspora. Parce que les gains, c'est pas individuel, les gains, c'est collectif. Comme on l'a dit, tant que nous ne parlons pas d'une seule voix, tant que nous ne nous imposons pas, on peut être nombreux, mais nous ne valons rien. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus la communauté africaine majoritaire. À Ottawa-Gatineau, nous sommes aujourd'hui la première communauté. Exactement. Depuis longtemps, c'était la communauté haïtienne. Aujourd'hui, nous dépassons la communauté haïtienne. Nous sommes la plus grande communauté africaine à Ottawa-Gatineau. Montréal, c'est en train d'arriver aussi. Ouais. Je sais que dans d'autres villes, c'est en train d'arriver. Donc, c'est dans notre intérêt de nous organiser, d'être structurés et de nous éviter certains mots. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait la communauté éthiopienne, somalienne, qui était djiboutienne. Bon, parfois je les confonds les trois, mais ils étaient majoritaires dans la ville. Ouais. Et il y avait énormément de mots, les drogues, les arrestations, les fusillades. C'était vraiment chaotique. À un moment donné, c'était la communauté haïtienne qui était nombreuse également. C'était la même chose. Aujourd'hui, c'est la communauté congolaise. Et si nous ne nous organisons pas, ben ça va être la même chose. Exactement. Soit on parle de nous en bien, ou soit on commence à nous épingler comme une communauté problématique. Et ça sera notre responsabilité. Et nous, sachant cela, c'est comme ça que nous proposons déjà de travailler, de mettre des choses en place, de structurer notre communauté, de donner des outils à nos jeunes pour que justement cela n'arrive pas. Pas ça finira par arriver. On a mentionné tout à l'heure les problèmes de logement, les problèmes d'emploi dans la région de plus en plus. Actuellement, il y a des problèmes d'emploi. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir, des jeunes, 2 ans, 3 ans, ils envoient des CV partout. C'est compliqué. C'est le marché qui est comme ça. Maintenant, vous imaginez, si ça continue comme ça, nous sommes de plus en plus nombreux.
c'est une bombe qui va exploser. Exactement. Donc, c'est à nous de nous organiser, c'est à nous de voir tout cela, d'analyser et de penser justement à ce qu'on peut faire pour nous éviter collectivement une certaine humiliation et même une perception différente. Voilà. En tout cas, l'appel est lancé à tous ceux qui nous suivent, les présidents des communautés. Il vaut mieux être ensemble que aller à voix dispersée. Ça ne nous aide pas. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va parler d'actualité. On va parler du forum Congo-Canada, le forum international Congo-Canada. Oui. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire l'idée de créer ce forum? Déjà, c'est quoi le forum Congo-Canada? Oui. Et l'idée de le créer est venue d'où? Alors, c'est déjà le forum international Congo-Canada. Vous allez voir qu'on l'appelle de plusieurs manières. Ça a commencé forum Congo-Canada en abrégé, mais le nom complet c'est forum international d'innovation culturelle et entrepreneuriale Congo-Canada. C'est très long. C'est très long, effectivement, effectivement. Donc, mais pour les besoins des communications et pour vraiment lui donner toute son importance, c'est le forum international Congo-Canada. Mais maintenant, cet événement, c'est un événement qui se veut un rassemblement annuel, justement des dialogues, une plateforme de dialogue entre d'une part d'abord la diaspora elle-même, mais surtout de l'autre part les institutions congolaises et canadiennes, parce que aujourd'hui, la coopération, la diplomatie, se constate par la coopération. Et aujourd'hui, les relations entre les pays, notamment le Congo et le Canada, bon, chacun peut donner son avis. Moi, je pense que il y a le travail à faire, pour justement faire en sorte que le Canada considère le Congo maintenant comme un pays égal. Pas seulement un bénéficiaire d'aide humanitaire. Et le respect, comme on dit toujours, se mérite. Ouais. Le respect, c'est pas parce que tu les revendiques, tu les dis sur les plateaux de télé que tu vas l'obtenir. Non, ça se mérite. Et la seule façon de mériter ce respect, je pense que c'est de nous-mêmes déjà nous mettre au travail, surtout en termes de... On dit au Canada aujourd'hui, on vient pour travailler avec vous d'égal à égal. On veut faire des affaires gagnant-gagnant. On ne vient pas demander l'aide humanitaire. On veut 2 millions ici pour construire telle chose à Kivu. On veut 5 millions ici pour... On sait que le Congo, quand il vient dans une table de négociation, c'est pour demander. C'est pour demander. Pour avoir la main. Exactement. Mais ça, on ne peut pas nous respecter. Donc, pour se faire respecter, venez. Surtout que vous avez des choses à vendre. Vous avez des choses à donner. Donc, c'est pas comme si vous n'aviez rien. Vous avez des choses. Même les partenaires vont vous regarder, mais... Vous avez tout ça et vous nous demandez? C'est quand même bizarre. Parce que quand on regarde en termes de richesses, le Canada a beaucoup de ressources, naturelles. Le Congo a beaucoup de ressources naturelles. Le Congo, deuxième pays d'Afrique, le Canada, deuxième pays en superficie au monde. Donc, il y a quand même des similitudes. Et à notre niveau, je pense qu'on ne devrait pas demander des 5 millions, des 2 millions, des 10 millions, des 150 millions. Je pense que ça devrait être des relations commerciales, des relations d'affaires, des relations diplomatiques quand même intéressantes pour les deux pays. Et ça, je pense que ça manque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Le dialogue n'est pas permanent. Oui, on peut avoir des représentations diplomatiques dans les deux pays, mais ça, c'est un travail parfois, administratif. Mais faire parler les gens ça, à tous les niveaux possibles. Ça, je pense que c'est là où la société civile que nous sommes peuvent intervenir. C'est-à-dire que on crée une plateforme où les gens peuvent se parler de tout, d'investissement, des commerces, des relations diplomatiques, des diplomaties, etc. Mais sur tous les plans d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que à tous les niveaux possibles, les gens peuvent se parler. C'est ça l'idée en fait de créer ça. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit, l'idée même de créer, je prends un pays au hasard, Israël. C'est un petit groupe qui s'est mis ensemble. Ils ont eu une vision de faire de ce pays un jour parmi les plus puissants au monde. Je pense que c'est une volonté qui s'est réalisée. Mais maintenant, je pense aussi que aujourd'hui, si la diaspora juive n'existait pas, cette force-là, je ne pense pas que ça pouvait se faire uniquement avec les gens qui vivent en Israël.
C'est la diaspora qui a joué un rôle important On le voit dans même ça. dans tous les pays. Exactement. C'est la diaspora qui fait la Exactement. force du développement de leur Voilà. Mais regardez, je veux dire l'Ukraine, un petit pays, tout comme Israël, des petits pays. Mais vous allez voir que même par rapport à tout ce qui se passe en termes de guerre en 2026, la diaspora a fait en sorte que aujourd'hui les grandes puissances ont soutenu justement l'Ukraine. Ouais. C'est pas parce qu'il a raison, il a tort, ça je vais pas en parler, mais on voit que la diaspora a fait son travail pour que justement l'Ukraine soit considérée et soutenue, etc. C'est grâce à la diaspora. Parce que la diaspora ukrainienne est très organisée. On a dit que c'était un petit pays. Un petit pays, je parle vraiment en termes de superficie. Mais vous allez arriver ici au Canada, même dans des petites villes. Moi, j'avais fait ce constat-là, c'était en 2018-2019. J'étais même pas dans la communauté. Mais j'ai sillonné un peu plusieurs villes en Ontario et Québec. Ils ont des centres communautaires partout. Ouais. Un petit pays. Ouais. À l'image, Très bien justement. organisé, Voilà. très bien inclus. Ouais. Mais je me dis, si vous avez des grands pays comme le Congo, et aucun n'a un centre communautaire. Aucun. Il y a un problème. Ouais. On peut s'inventer comme on veut, les gens les plus éduqués, avec autant de diplômes, avec ceci, cela, mais Comment on s'organise? les constats, quel est les constats qu'on fait ensemble? C'est-à-dire que je me suis dit, la diaspora a un rôle à jouer. Donc au niveau du forum, la diaspora a un rôle important à jouer dans la mobilisation des partenaires, ce que nous faisons déjà, dans la mise en relation institutionnelle, on peut jouer aussi ces rôles-là, et ça va faire en sorte que notre pays, que ce soit le Canada ou le Congo, parce que les deux sont nos pays, peuvent justement bénéficier de ces opportunités-là. Donc c'est vraiment ça l'idée de mettre en place ces forums. C'est un cadre de dialogue pour créer justement qu'il y ait un dialogue permanent sur tous les sujets et créer justement des opportunités d'affaires pour tout le monde, pour les institutions et pour aussi la population que nous sommes. Ouais. Mais dans ce cadre de concertation-là, est-ce Oui. qu'il s'agira plutôt d'aller investir au Congo ou de renforcer les entreprises de la diaspora ici, ou plutôt les deux, dans les deux sens? Alors, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens parce que nous voulons vraiment, encore une fois, quand j'ai parlé tout à l'heure de la double culture et de la double appartenance, hein, nous sommes à la fois Congolais et Canadiens, majoritairement en tout cas, du moins pour ceux qui ne le sont pas. Vous vivez au Canada, donc votre vie est au Canada d'abord, même si vous n'êtes pas citoyen. Donc, c'est-à-dire dans cette optique-là de double culture, double identité, double appartenance, c'est vraiment pour la promotion dans les deux sens. On veut que le Canada aille bien parce que c'est notre pays d'accueil, c'est là où nous vivons, c'est là où nous avons aussi des intérêts. Et le Congo parce que c'est notre pays, c'est le pays de nos parents, de nos racines, notre histoire est là également, on veut les voir prospérer. Donc on veut que dans les deux sens. Et dernièrement, je donnais un exemple. Je disais, au Congo, nous avons... aujourd'hui au Canada, il y a ces mouvements de reprenariat qui est très avancé. Et au Congo, beaucoup de gens, en termes de structure, on n'est pas encore bien structuré, bien organisé. Donc, mettre en place des entreprises qui fonctionnent de façon autonome, bien administrativement, au niveau comptable et tout ça, on a encore du chemin à faire. Mais pourquoi ne pas, pour ceux qui ont des moyens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, acheter des entreprises canadiennes, même si on vit au Congo, il y a moyen d'acheter des entreprises canadiennes fonctionnelles avec des employés, tout ça. C'est des opportunités qui sont là. Ça veut dire dans les deux sens quand même. Et évidemment, aujourd'hui, il y a des ouvertures avec aujourd'hui, les gens au Congo peuvent exporter. Pourquoi ne pas exporter au Canada? De plus en plus, il y a quand même des grandes diasporas congolaises au Canada. Donc, même pas en termes de diaspora, mais en termes du pays, juste les ressources naturelles, on peut exporter. Il y a d'autres choses qu'on peut exporter au Canada. Donc, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Si on peut trouver des manières pour faciliter justement ces échanges-là, évidemment au niveau politique, il y a des démarches qui peuvent être menées déjà par les ambassades, par les pays, mais il y a quand même un rôle à jouer au niveau de la diaspora pour faciliter cela. Parfait. Et je rappelle que ça sera la deuxième édition, parce que la première édition a eu lieu l'année dernière. Effectivement. Qui était un grand succès d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que les gens peuvent s'attendre à cette deuxième édition? Est-ce que quels sont les secteurs qui seront abordés pour cette deuxième édition? Est-ce que c'est la technologie, les mines, l'agriculture, le tourisme ou l'entrepreneuriat de façon générale? Oui, alors cette année, évidemment, il y a beaucoup d'attentes. Juste peut-être la cuisine interne. L'année dernière, nous avons lancé des invitations internationales. Il y en avait 160. Ouais. C'était déjà beaucoup. Cette année, nous sommes rendus à 500 invitations rédigées, envoyées. Wow. C'est-à-dire que
beaucoup de sollicitations. Effectivement, les gens sont intéressés parce que tous les 500, l'année dernière, je pourrais dire pratiquement presque 100 sur 160, c'était à notre initiative. Et puis, évidemment, les 60, évidemment, c'est des gens qui entendaient. Et puis, c'était aussi des particuliers. Ouais. Cette année, c'est vraiment, je pourrais dire 90% les demandes. Ouais. Qu'on a reçues et il fallait envoyer ces invitations-là. Évidemment, bon, ça ne dépend pas uniquement de cette partie-là, ça dépend aussi des ordres d'émission, ça dépend des visas. Donc, c'est pas tous les 500 qui vont être là, mais beaucoup de gens ont été invités, ont demandé en tout cas à être invités, et puis cela a été fait. Donc, il y a beaucoup d'engouement. Ça, c'est au niveau déjà de la RDC. Mais au niveau du Canada aussi, il y a beaucoup d'engouement. Au niveau de la diaspora elle-même d'abord. Il y a beaucoup de sollicitations également aussi pour participer. Et maintenant, nous sommes butés devant un problème logistique sur lequel nous sommes en train de travailler parce que l'événement cette année est sur 2 jours. L'année dernière, c'était sur 3 jours. Or, cette année, nous avons également mis en place à ce qu'on appelle, nous avons voulu en tout cas élargir, c'est-à-dire que cette année il y a les B2B, des rencontres B2B, il y a également cette année les concours de pitch, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont rajoutées, mais on a quand même toujours les 2 jours au lieu de 3 jours. Donc voilà un peu les grands changements. Maintenant en termes des sujets, évidemment les programmes viennent de sortir, je crois qu'il est sorti il y a 2-3 jours, qui est sur le site officiel, donc le forum congocanada.com, www.forumcongocanada.com, et sur le site on a mis les programmes complets, mais je pourrais dire vraiment que on vise vraiment l'entrepreneuriat, donc les affaires comment on appelle et la coopération de façon générale. Donc ça touche vraiment exactement. Ça touche vraiment les 2 sociétés parce que ça vise aussi un certain niveau d'intervenants. Okay. Donc les sujets sont à la fois haut niveau et à la fois aussi accessibles. D'ailleurs, en parlant d'intervenants, oui. Quelles sont ces personnes qui sont, comme vous parliez tantôt, des invitations qui ont été envoyées et même demandées. Oui. On s'attendra à quel type, à quelle carrure d'intervenants oui. ou d'invités qui viendront prendre part à ce forum? Très bien. Alors, il y a évidemment les intervenants institutionnels, donc dirigeants politiques. Il y a des élus, notamment plusieurs ministres. Nous parlons de 4 ministres nationaux dont on peut parler d'une confirmation ferme. Et puis il y a quelques-uns d'autres qui peuvent venir, mais pas comme intervenants. On parle également de plusieurs 3-4 ministres provinciaux qui ont également confirmé. Au niveau national, on peut citer Monsieur Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, ancien gouverneur du Nord Kivu, et puis plusieurs fois ministre, notamment de l'industrie. Et puis on peut parler de Monsieur Samuel Mbemba Kabuya, qui est ministre des droits humains, ancien ministre de la justice par intérim et donc un avocat. On peut parler des ministres Didier Manzenga, ministre du tourisme, et puis aussi ancien ministre, voilà, notamment des transports. Ouais. Et on peut parler de Monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la communication, médias et porte-parole du gouvernement. On peut parler également au niveau national, je crois que c'est les 4 ministres vraiment confirmés. Ouais. Et puis au niveau provincial, nous avons 2-3 ministres au niveau de la ville de Kinshasa, 2 ministres au niveau de la province de la Chouapa, et puis un ministre au niveau de la province de la Lomami, notamment avec l'air gouverneur pour les 2 villes. Au niveau de la province de Kinshasa aussi, on peut parler du gouverneur, mais on nous a vu son emploi du temps. Peut-être il sera représenté par son directeur de cabinet. Donc Monsieur Abel. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'intervenants à ce niveau-là. C'est pourquoi on parle des niveaux institutionnels, donc politiques, mais il y a également au niveau de l'écosystème entrepreneurial, parce que c'est un forum économique. Donc nous parlons de l'ANAPEX, nous parlons de l'ANAPI, de l'ANADEC, nous parlons de FOGEC, FSPEJ, nous parlons des
Voilà, d'autres institutions. Voilà, également, vraiment tout l'écosystème entrepreneurial en tout cas. Donc, évidemment, ce n'est pas que eux, il y a aussi d'autres intervenants, notamment dans le monde, voilà, corporatif, notamment secteur des mines et autres. Donc il y a des personnes qui vont être là. La même chose au niveau du Canada, nous travaillons avec d'autres intervenants, notamment le président de la Chambre des communes, monsieur Greg Fages, qui sera là, et évidemment d'autres intervenants. Nous attendons des réponses. C'est pourquoi nous ne voulons pas parler encore au niveau des intervenants au niveau du Canada, mais nous attendons plusieurs réponses à de très haut niveau. Je crois que le message du Premier ministre de l'année dernière déjà, mais cette année également, nous avons mis sa lettre sur les sites internet, sur le site web du forum. La mairesse de Gatineau également en a fait un message. Donc, c'est un événement qui est soutenu à la fois par les deux pays au niveau très élevé des institutions. Et voilà, je pense que maintenant, c'est notre rôle comme société civile de faire en sorte que cet événement soit périn, et puis parce que c'est vraiment une plateforme qui va permettre à ce qu'il y ait vraiment des échanges et à tous les niveaux, et c'est bénéfique pour tout le monde. Exactement. Parce que les opportunités ne tomberont pas du ciel. Les opportunités ne viennent que là où les gens se réunissent, là où les idées sont débattues, là où on rencontre des gens de certains types, et c'est là où que les opportunités se créent aussi. En tout cas, nous constatons qu'il y a un très grand engouement autour de ce forum, et c'est tout à votre avantage. En tout cas, c'est très bien. Mais par rapport à la première édition, qu'est-ce que vous diriez pour ceux qui n'ont pas été là pour la première édition? Ça sera quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'ils vont s'entendre à cette deuxième édition? Alors, écoutez, comme tout événement de ce type, tous les forums à travers le monde, l'idée c'est de réseauter. L'idée c'est de vous faire des contacts. L'idée c'est pour que vous puissiez prospérer dans ce que vous faites, vous puissiez contribuer aux idées, vous pouvez mettre à profit votre expertise d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment ça l'idée du forum, c'est vraiment de vous créer des opportunités. On ne sait jamais ce qui peut ressortir d'un événement comme celui-là quand vous venez. Donc, ceux qui ont été l'année passée, moi j'ai déjà des échos. Plusieurs personnes ont eu, que je croyais même pas. Aujourd'hui, on a des contacts permanents, on crée peut-être des projets d'ensemble, on fait ceci, on fait cela, parfois entre Congo et Gatineau, Congo et Québec, entre parfois Gatineau et Québec. J'ai vu plusieurs opportunités qui sont nées à partir de l'événement de l'année passée. Mais cette année, écoutez, si tout va bien, on s'attend quand même à une très bonne participation, notamment en termes d'intervenants, mais également en termes des participants. Les places sont limitées. À l'heure actuelle, si je vois bien en termes de nombre de réservations, c'est quand même intéressant. D'ici, si tout va bien, d'ici là, on pourrait ne plus avoir de places. Si tout va bien. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, et puis l'inscription, comme on dit, c'est gratuit. Pour les forums, c'est gratuit pour les gens qui sont ici. Pour ceux qui veulent s'inscrire, ils doivent aller mais c'est obligatoire de s'inscrire. Il faut aller sur le site web, www.forumcongocanada.com. C'est obligatoire de s'inscrire, mais c'est gratuit. En fait, quand je dis c'est gratuit, c'est qu'il y a un événement payant, c'est les galas, uniquement. Les galas, ça va se passer les 23, les soirs. C'est là il va y avoir un dîner, effectivement. En parlant du gala, ça sera quoi la programmation des 2 jours? Parce que il faut savoir que ça va se faire sur les 2 jours. Exact. Le 22 et le 23 mai. Exactement. Ça sera quoi la programmation? Donc déjà les 22, à 8h45 déjà, les choses commencent. Les 22, c'est là qu'il va y avoir les discours de haut niveau et les panels de très haut niveau vont avoir là des panels ministériels avec aussi donc de deux côtés, de deux pays. Et ça va se passer à cette heure-là. Donc, le 8h du matin déjà, il y aura déjà ça, il y aura déjà quelque chose à manger, à déjeuner. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous ne perdez pas votre temps à faire un déjeuner. Il y aura quelque chose à manger. Mais à 8h45, on commence déjà. Et puis, les panels haut niveau suit tout de suite après, et d'autres panels, et puis on termine 17h. Il va y avoir certainement... Ça, c'est pour le 22. Ça, c'est les 22. On va terminer 17h, 18h au plus tard, mais c'est terminé. On laisse les gens tranquilles. Il va y avoir... et puis, les 23. Les 23, maintenant, la même chose. Très tôt le matin, à 8h45, nous sommes là, mais on termine à 13h. À 13h, tout est terminé. Donc, entre 13h
et 17h30, il n'y a rien. Les gens peuvent rentrer chez eux, se préparer parce que c'est une longue journée, parce qu'on revient à 18h pour les galas. Okay. Là, tous les invités internationaux, les panélistes, tous les ministres, tout le monde sera au gala. Et c'est à ce moment-là que la soirée va continuer avec des prestations musicales, les discours, tout ce qui se passe. C'est vraiment à partir donc des 18h. Ouais. Déjà, très tôt, déjà les gens vont être servis, vont manger, etc., parce que le programme sera quand même lourd. Donc voilà un peu comment la programmation est faite. Oui, parfait. Et donc là, on comprend que tout ce qui est panel, tout ce qui est échange, tout ce qui est salon international de réseautage, ça va vraiment être à partir de 8h, donc tout va s'organiser, que ça soit pour parler économie, pour parler entrepreneuriat, tout ce qui est autour du forum, vraiment la thématique centrale, ça va être en ce moment-là. Exactement. Donc vraiment de 8h45, en tout cas, ça dépend maintenant des intérêts des gens, hein, mais moi, si c'était moi, à un tel événement, je prendrais congé, carrément, d'y passer la journée. Okay. Parce que oui, c'est vrai que il y aura tous ces sujets-là qui vont être discutés. Déjà, est-ce que ça tombe les week-ends? Oui, c'est un vendredi, samedi. Oui. Donc, samedi, déjà, majoritairement, les gens sont déjà libres, sauf vendredi. Donc, vendredi, là, ça sera vraiment au choix, les gens, de savoir s'ils peuvent prendre congé parce que, honnêtement, ça vaut la peine. Oui, c'est vrai que ça commence à 8h du matin, 8h45, comme je l'ai dit, mais déjà la journée, il va y avoir certaines rencontres des ministres avec la diaspora. Ouais. Parce qu'on ne veut pas mélanger les deux, mais il y aura des salles spécifiques pour ça, au même endroit, où tel ministre va rencontrer peut-être tel groupe à tel moment, parfois de façon simultanée, un ministre ici, un autre peut-être là-bas avec un autre groupe. On va voir, mais ça, tout cela va être communiqué. Ouais. Mais avant cela, les programmes officiels déjà, c'est toute la journée déjà, à partir de 8h. C'est pourquoi on ne veut pas annoncer non plus d'avance à quelle heure tel ministre va rencontrer tel nombre de gens ou tel groupe ou tel groupe. C'est pas important parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on va jouer avec. Mais le programme principal du forum, c'est 8h45 à 18h. Ouais. Donc là, nous sommes déjà au mois de mai. Exact. Nous sommes à quelques semaines du forum. Exact. Est-ce que vous avez des défis que vous rencontrez? Comment ça se passe dans l'organisation? Alors, jusque-là, ça va bien. Les défis, évidemment, c'est classique, hein. C'est les mêmes défis chaque année qui vont se poser, qui se posent toujours. Bon, c'est un événement qui prend de plus en plus d'importance. L'année dernière, on avait dit que c'était déjà bien, mais les besoins ont quadruplé cette année. C'est 4 fois plus de besoins, 4 fois plus d'intérêt, 4 fois plus de ceci. Donc, les besoins en termes de ressources, c'est plus important. Les bénévoles, on en a besoin de beaucoup parce que l'année passée, je crois qu'on avait une 50aine. Cette année, c'est sûr, il faut en avoir un peu plus. Et évidemment, en termes de moyens, c'est un peu la même chose aussi. C'est plus coûteux, c'est plus ceci. Vous voyez, aujourd'hui, cette année, on offre même un petit déjeuner. L'année dernière, il y avait rien. Cette année, on offre même plus toutes ces choses-là. C'est un peu plus. Donc, c'est pour dire que les défis sont là, mais on essaye de les combler à notre manière, à notre façon. Le plus important pour nous, c'est que c'est un événement gratuit, comme on l'a dit. Ouais. Le plus important, c'est que l'événement ait lieu avec un standing parce qu'on représente toute une diaspora. On veut que les standings soient quand même acceptables. Et puis, donc, le seul peut-être encouragement, c'est peut-être de prendre votre billet du gala. Parce que les galas, les places aussi sont limitées. Donc, c'est de prendre des billets du gala. C'est la seule façon d'encourager. Oui, les galas, c'est payant. C'est l'unique chose qui est payant, c'est vraiment les galas. Donc, prenez votre billet des galas. Et puis, en ce moment-là, vous réservez votre place. Et c'est une manière d'encourager vraiment. C'est pas si cher que ça. Je crois que c'est pas cher. Allez sur le site, vous allez voir. C'est la manière d'aider. D'ailleurs, le prix, je ne pense pas qu'il paye votre repas. Mais c'est juste une façon d'encourager. Ça ne paye pas les repas qui est prévu pour vous, ça ne paye pas l'organisation du gala uniquement, mais c'est une façon d'encourager quand même l'organisation pour que justement on pense à des petites choses parfois dont on ne peut pas penser vu qu'on s'est limité. Exactement. Puis il faut le dire aussi que dans la soirée de gala, il y aura la prestation musicale, il y aura. Exactement. Donc, ça sera vraiment toute une belle organisation. C'est une belle organisation, tout à fait. Les invités. Exactement. Comme on a dit, bon, il y a des surprises, il y a certaines personnes qui vont recevoir certaines reconnaissances. Donc, on parle vraiment d'une grande surprise parce qu'on doit honorer certaines personnalités qui ont bien fait au niveau de notre pays. Ouais. Et ça se passe au gala. On va honorer également les gagnants
gagnants du concours Pitch. On va honorer également nos invités, tous nos invités qui vont arriver pendant les 2 jours vont être au gala. Donc c'est une belle occasion de réseauter davantage et de passer un très bon moment. Surtout c'est au prix d'un événement local. C'est ça. Mais vous allez avoir un événement très très international et puis bon voilà, c'est vraiment intéressant. Soyez présents, encouragez. C'est vraiment pour l'honneur de notre diaspora au Canada. Donc si vous pouvez être là pour les 2 jours, tant mieux, venez le 22 et le 23 mai. Exact. Mais sinon, vous pouvez participer au forum qui est le 22 et puis Exactement. la matinée du 23. Exact. Et puis si vous pouvez, venez aussi dans gala. la soirée de gala. Tout à fait. Nous arrivons pratiquement vers la fin de cet entretien. Monsieur Raymond Kashiba, je rappelle que vous êtes président du CCRCC. Oui. Vous organisez le forum Congo-Canada, la 2e édition pour le 22 et le 23 mai 2026. Exact. Si vous avez un dernier message à passer à tous ceux qui nous ont suivis à travers cet entretien, ça serait lequel? Alors, simplement, voilà, moi j'aime dire que vous soyez près de nous, c'est-à-dire dans l'organisation CCRCC ou pas, que vous soyez sympathisant ou pas, que vous soyez loin, dans une ville très loin d'Ottawa ou pas, quand on parle des Congolais au Canada, en bien, vous êtes bénéficiaire aussi. Quand on parle en mal des Congolais du Canada, vous subissez aussi les mêmes conséquences. Donc, c'est à nous tous de faire en sorte que la diaspora, au sens sociologique, la diaspora congolaise au Canada, soit perçue avec une certaine image, avec un certain égard. Et ça, c'est la contribution de tous. On peut entrer dans les jeux des moi je suis dans des affinités avec X, avec Y. À la fin de la journée, quand on dit que la diaspora n'est pas organisée, la diaspora congolaise n'est pas organisée, vous en faites partie. Quand on dit que la diaspora congolaise n'est pas forte économiquement, socialement, politiquement, c'est de vous qu'il s'agit. Quand on chante ensemble, on loue les bienfaits de la diaspora, même si vous n'aviez pas participé directement, vous êtes bénéficiaire parce que ces respects-là, vous les gagnez. Je prends l'exemple des matchs de foot. Quand les Léopards gagnent, vous célébrez, vous sentez bien. Mais vous n'avez pas participé à ces matchs-là. Vous n'avez pas joué, vous n'étiez pas sur le terrain. Mais vous vous sentez bien, vous êtes fiers de vous êtes fiers d'être Congolais dans votre maillot du Congo. C'est la même chose avec la communauté. Encouragez cette communauté, soutenez-la, faites en sorte que cette communauté, ce qu'elle fait, évidemment si elle fait pas bien son travail, il faut le dire aussi, mais quand elle fait de belles choses, il faut encourager, surtout quand elle fait pas de bonnes choses, vous pouvez agir de 2 manières, soit vous allez vous mettre sur la toile et crier, soit vous allez simplement dire simplement que non, voilà, moi je vais aider ma communauté, je vais contribuer, j'ai une expertise dans tel domaine et je vais aider ma communauté. La porte, elle est toujours ouverte pour tout le monde. On est une grande équipe d'une 50aine de personnes, mais les besoins sont énormes. Idéalement, si on était une équipe de 200 personnes, on ferait toute une différence. Là, nous sommes une équipe de 50, vous êtes les 51e personnes. Voilà. Donc, c'était un très bon message. Merci beaucoup, Président, pour ce moment que vous nous avez accordé, pour cet entretien. Mais est-ce que, personnellement, vous avez des projets qui vont venir, à part le Forum Congo-Canada, personnellement? Oui, en fait, oui. Bon, évidemment, nous venons de mettre en place les programmes des aînés qu'on appelle les programmes des sages, parce que dans notre organisation, nous avons voulu que chaque, on va dire, segment, chaque catégorie ait des activités et ait tout un programme en place. Au niveau des jeunes, on va être un peu plus spécifique au niveau des sportifs, parce que le soccer dans notre communauté, c'est aussi les sports les plus pratiqués. Nous avons aujourd'hui réussi à mettre en place un club, les Léopards de la capitale. C'est cela qui est justement un outil pour la jeunesse de la communauté congolaise. Et évidemment, c'est une première au niveau du Canada, parce qu'on a fait des recherches. C'est une première, une organisation sportive qui a intégré officiellement les structures officielles. C'est une première. Donc, je pense qu'il faut encourager. C'est l'occasion vraiment d'encourager la structure. Au niveau
Et là, pour les informations, vous pouvez trouver sur léoparddelacapitale.ca. Il y a toutes les informations. Maintenant, au niveau des femmes, comme vous le savez, on a déjà UNIFAM, qui est une section qui travaille pour l'intérêt des femmes de la communauté. Et nous avons également... partir du CCRCC. Exactement, ça fait partie toujours du CCRCC. Et nous avons maintenant, nous venons de mettre en place également un programme pour les aînés qui s'appelle le programme des sages. Justement, c'est de mettre en place un programme régulier où les aînés, les sages de la communauté, ils sont sages parce qu'ils ont vécu plus, ils ont plus d'expérience et ils ont beaucoup à partager avec surtout les jeunes gens de cette génération. Et il y a beaucoup d'eux qu'on peut apprendre. Donc, les sages vont se réunir régulièrement dans nos installations pour des activités. Ensuite aussi même, pourquoi pas des orientations à d'autres membres, etc., etc. Donc, pourquoi pas suivre des formations, notamment, on sait que les aînés sont les plus visés par des fraudes ces temps-ci. Tout le monde est visé, mais les aînés encore plus. Pourquoi pas des formations pour les aider à être plus attentifs? Pourquoi pas des choses qui les permettent de bouger, de casser un peu l'isolement, tout ça. Donc, c'est un programme qui est mis en place. Et ça, c'est grâce, évidemment, au gouvernement du Canada. Et également, on travaille en collaboration également avec les musées du numérique. Pour la première fois, il y a un programme qu'on appelle Bâtisseurs de la communauté congolaise. Ce programme-là va faire en sorte que les aînés de la communauté congolaise, qui ont travaillé ici longuement, on a dit on avait une double culture, double appartenance. Nous sommes d'origine congolaise, mais ces sages ont travaillé dans la fonction publique ici, on travaille dans des institutions pendant 25, 30, 40 ans. Ils ont énormément à donner à la communauté. Mais notre trace ici au Canada peut s'effacer aussi facilement. Et si on ne trouve pas des manières de répertorier, de retracer leur histoire, c'est une façon, on a parlé de l'héritage, on a parlé de l'identité. C'est-à-dire que c'est tout ce que nous avons ici à partager avec nos jeunes, nos enfants qui naissent. C'est notre culture. Et ça, en termes d'identité, je pense que c'est très fort parce qu'on dira un jour que voilà, les gens qui ont contribué au Canada, à l'édifice du Canada, dans la société canadienne, il y avait des Congolais, des ceci, de cela, mais tout cela, ça passe inaperçu si on ne laisse pas de traces. Et avec les musées du numérique, on les a dit, on veut mettre en place un programme qui va non seulement faire des portraits de nos aînés et qui sera diffusé sur le site du musée du numérique. Donc ça, c'est un programme qui arrive qui va commencer incessamment là, question des jours ou des semaines. On va travailler avec des aînés parce que évidemment on a tenu des rencontres déjà avec les aînés parce que c'est un programme des aînés déjà, mais avec les mêmes groupes, on va choisir les aînés avec qui on va faire des portraits pour qu'ils relatent leur histoire, afin que quand arrivera le moment où ils vont disparaître, mais que leurs traces au Canada ne disparaissent pas et que après 2, 3, 4 générations, qu'on se souvienne qu'il y avait tel Congolais qui était là, qui avait contribué à telle chose, à telle chose, à telle chose. Aujourd'hui, vous avez Madame Kaninda qui a renversé qui a écrit toute une loi par la victoire au niveau de la Cour suprême sur les garderies des demandeurs d'asile. Et je pense que c'est ce type de personnes qui ont contribué justement à l'édifice du Canada ne doivent pas passer inaperçus. C'est une fierté collective. Et ça, c'est notre travail à nous de le faire d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a ce programme-là, nos aînés seront retracés au niveau du musée du Canada et CCRCC travaille très fort pour ce programme-là. En tout cas, merci beaucoup, Président. On a vu que vous avez plein d'initiatives. En tout cas, on vous encourage d'aller de l'avant. On sait que c'est pas un travail facile. Travail pour la communauté, ça demande vraiment une ouverture, ça demande du temps, tout ça, et je sais que c'est pas facile, donc on vous encourage dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs, parce que c'était un échange très fructueux. On a aimé passer du temps avec notre invité. On vous donne rendez-vous très bientôt, mais avant de nous quitter, peut-être rappeler à ceux qui nous suivent les contacts, comment rejoindre la CCRCC et aussi l'adresse, l'email s'il y a, le numéro de téléphone ou le site web aussi. Très bien. Ben écoutez, les CCRCC qui est la communauté congolaise de la région de la capitale ou le Conseil canadien des représentations des communautés congolaises est joignable au www.communautécongolaise.com.
Sinon, vous allez sur Google, quand vous tapez communauté congolaise, je crois que c'est le premier résultat qui sort. Et normalement, il y a toutes les informations qu'il faut, des contacts. Mais sinon, le numéro de téléphone de la communauté, c'est les 343 883 9984. C'est le numéro de la communauté congolaise. Vous allez choisir les postes de la personne en question que vous voulez rejoindre. Sinon, l'email ccrcc@communautécongolaise.com. Donc vous avez toutes les informations pour nous rejoindre. Il y a également un groupe de la communauté, un groupe WhatsApp de la communauté congolaise uniquement d'abord dans la région de la capitale, mais de plus en plus un peu partout au Canada, les gens peuvent intégrer, mais pas les personnes qui sont à l'extérieur du pays. C'est un groupe vraiment réservé aux gens du Canada. Si vous voulez vous rejoindre, vous voulez intégrer, mais juste nous écrire ou nous envoyer un message ou appeler aux coordonnées qu'on vient de donner, on va vous y ajouter. Et c'est les canaux pour partage d'informations entre notre communauté. Parfois, certaines informations, on ne les met pas sur les réseaux sociaux. Parfois, on les met uniquement à l'interne. Donc, c'est considéré comme un outil interne. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Sinon, comme je l'ai dit, les sites également du forum, www.forumcongocanada.com, les sites pour les léopards, donc léopard de la capitale.ca. Et puis, évidemment, comme vous le savez, chaque année, on a les festivals Afro-Congo qui va arriver donc fin juin, début juillet à Ottawa. Donc, soyez de la partie. C'est toute une communauté qui gagne. Voilà, c'est toute une communauté qui gagne, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce moment d'entretien avec monsieur Raymond Kashiba, qui est le président du CCRCC, communauté congolaise ici dans la région de la capitale canadienne, Ottawa-Gatineau. Merci à vous de nous avoir suivis avec une attention particulière. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro. Et entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner sur Jim TV, sur YouTube et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos programmes. À très bientôt avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.